Bonsoir et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour ce 20h dimanche 28 août 2016. Démarrons cette édition par le Sénégalais Abdoulaye Bathily qui a été choisi comme candidat unique au poste de président de la Commission de l'Union africaine par la CEDEAO. Il a été désigné hier lors du sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui s'est déroulé à Nairobi au Kenya. L'élection au poste de président de la Commission de l'UA aura lieu les 30 et 31 janvier 2017 à Addis Abeba en Éthiopie. Le point avec El Hadji Malick Cissé. Ça y est, le professeur Abdoulaye Bathily a été désigné comme étant le candidat unique de la CEDEAO au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Cette décision a été prise samedi lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu à Nairobi au Kenya sous la supervision de la présidente en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et par ailleurs chef de l'État du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Le 9 août dernier, le Sénégal présentait formellement la candidature officielle du professeur Abdoulaye Bathily pour remplacer l'actuel président de la Commission de l'Union africaine, la sud-africaine Nkosazana Dlamini-Zuma, qui ne brigue pas un nouveau mandat. Au 27e sommet des chefs d'État tenu en mi-juillet dernier à Kigali, au Rwanda, aucun des trois prétendants n'avait pu obtenir la majorité des 2/3 des suffrages. Juste rappeler que le professeur Abdoulaye Bathily est l'actuel représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et chef du bureau des Nations Unies dans la région. Parlons à présent de ce 31 décembre 2016, date à laquelle les cartes d'identité numériques vont céder la place à celles biométriques, mais la plupart des citoyens l'ignorent. Une fois informés, les Sénégalais ont salué cette initiative, surtout avec l'aspect communautaire de cette nouvelle pièce. Toutefois, ils sont partagés sur la présence physique du citoyen pour confirmer sa présence ou non sur le fichier électoral. La Cissé et Libas Laindi, reportage. Au revoir les cartes nationales d'identité numérique, bienvenue les cartes biométriques de la CEDEAO. Mais la plupart des citoyens ignorent que nos actuelles cartes ne seront plus valables après 2016. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Une fois informés, les Sénégalais croisés dans les rues de la capitale saluent l'initiative, surtout l'aspect communautaire des nouvelles cartes. Les cartes que nous avons actuellement ne sont valables qu'au Sénégal. Si tu veux faire certains voyages, il te faut un passeport. Mais avec la carte de la CEDEAO, plus besoin de cela. Des pièces toutes neuves qui vont aussi faire office de carte d'électeur. Mais il va falloir que les citoyens confirment ou non leur présence sur les listes électorales. Et sur ce point, les Sénégalais sont partagés. Ce qui me dérange un peu, c'est la présence physique pour confirmer si l'on veut faire toujours partie des listes électorales. Je pense que ce n'est pas la peine. Tout le monde a le droit de figurer sur les fichiers. C'est normal que les citoyens se présentent pour avoir une carte d'électeur. Tout le monde doit se déplacer. Bientôt, cette carte qui a vécu 10 ans va disparaître et laisser sa place à celle biométrique. Dès le mois de septembre, les citoyens peuvent aller s'inscrire pour l'obtenir. L'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales aussi, nous en reparlons. Les populations du Fouladou en attendent beaucoup. Kolda est une région où tout est prioritaire. Elle souffre du manque d'infrastructures de toutes sortes, de personnel de santé qualifié. Les abris provisoires se comptent par centaines dans la localité. Les populations vivant dans cette partie du Sénégal demandent aux futurs conseillers de remplir leur mission. Voyons ça avec Bokar Kandé. Le Haut Conseil des collectivités territoriales. Vous ne connaissez pas? Beaucoup de Koldois ne savent pas le rôle de cette institution. Il n'y aura pas une grande différence avec l'Assemblée nationale, pensent d'autres. Une chose est sûre, les conseillers qui vont représenter la région de Kolda au Haut Conseil des collectivités territoriales sont chargés d'apporter des solutions aux préoccupations des populations du Fouladou. Dans l'agriculture d'abord. Il y a vraiment du matériel, suffisamment de matériel. Nous avons l'engrais, la chute vient à temps. Et aussi, il y a aussi la sécurité encore qui manque un peu dans certaines localités. Surtout les infrastructures
parce qu'il faut penser aussi aux pistes de production. La liste des doléances est loin d'être exhaustive. Kolda, une région où tout est prioritaire. Quand la population se mobilise pour vous élire, c'est que cette population pense qu'arrivé à l'Assemblée, vous allez plaider leur cause. J'espère que ceux qui seront choisis, vraiment, vont faire une politique différente des élus qui ont défilé ici. Ils savent pertinemment que l'apport des élus, des députés, est invisible dans cette région. Vous n'avez jamais vu à l'Assemblée nos députés porter les véritables problèmes de développement de Kolda. Quand des activités purement politiques dominent la défense des intérêts des populations, on fait longtemps constater chez les élus du Fouladou. Malheureusement, en politique, vous savez, on n'est pas artisan de ce que l'on dit. Reste à savoir si les futurs représentants du Fouladou au Conseil des collectivités territoriales vont-ils faire la différence. Ils seront 5 élus dans la région de Kolda. Les militants socialistes de Saint-Louis, regroupés derrière le secrétaire général de la coordination de Saint-Louis, Latir Fall, ont réaffirmé toute leur volonté de continuer leur compagnonnage avec la coalition Benno Bokk Yakaar, une décision qu'ils ont prise au cours d'une assemblée générale. Latir Fall est le secrétaire général adjoint de la coordination du Parti socialiste de Saint-Louis. Il est au micro de Moussa Diagne et d'Abdou Boy. Les conclusions, on pourrait dire que les conclusions sont diverses, mais la conclusion la plus importante est la décision de la base, demandant au parti de continuer dans son compagnonnage avec le Benno Bokk Yakaar. Mais aussi, la base a aussi demandé aux responsables du parti de prendre toutes les décisions utiles afin que les intérêts du parti puissent être sauvegardés. Cette rencontre n'était rien d'autre qu'une consultation que le BP avait demandé à toute la coordination de se réunir, de demander la base, de se prononcer sur le compagnonnage entre le parti et la coalition Benno Bokk Yakaar. On avait 3 options. C'était 3 questions. La première question, c'est de demander si le parti avait la possibilité d'aller seul aux législatives de 2017, ou bien de créer une autre coalition, ou de continuer son compagnonnage avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais à l'issue vraiment des consultations, la base a décidé vraiment, pas à décider, mais la base demande au parti vraiment de continuer son compagnonnage avec le Benno. Direction Matam pour parler des producteurs de l'union de Ounaré, Nendori de Sinthiou Bambamé qui sont montés au créneau pour dénoncer le comportement des autorités en charge de l'agriculture. Ces producteurs ont annoncé que, contrairement aux résultats obtenus dans le département de Dagana, la Haute-Vallée a enregistré la plus mauvaise campagne rizicole de son histoire. Face à cette situation, ils invitent le chef de l'État à revoir sa politique rizicole dans la région de Matam. Moussa Diagne, Abdou Boy. Si la campagne de production rizicole a permis d'enregistrer une production record de riz dans le delta, notamment dans les périmètres du département de Dagana, elle n'a pas donné de bons résultats dans l'union de Ounaré, de Nendori et de Sinthiou Bambamé dans la région de Matam. En effet, dans la Haute-Vallée, les paysans déclarent haut et fort que la campagne rizicole est loin d'être satisfaisante. En conclusion, la mauvaise semence de l'engrais périmé et un calendrier mal posé qui nous a empêchés d'entrer en hivernage ont été bien les pères et les mères de nos inquiétudes et de nos souffrances. Je fais appel à l'État sénégalais. Il est temps, si vous avez sollicité le Sénégal émergent qui devrait passer par l'agriculture, c'est le moment ou jamais de vous lever. Car nous sommes en péril à cette année-ci. Et il est certain, si vous ne nous aiderez pas à payer ces dettes, on ne peut pas payer nous. Face à cette situation, ils invitent le chef de l'État à revoir la politique de production rizicole dans la région de Matam, où les producteurs ne supportent plus le fait de travailler à perte. Si rien n'est fait pour corriger ces erreurs constatées à Matam dans le cadre de la campagne rizicole, ces producteurs sont prêts à abandonner l'agriculture pour se reconvertir dans d'autres secteurs de l'économie nationale.
Autre actualité, le Sénégal peut désormais compter sur la collaboration de l'ONCAV pour barrer la route aux agresseurs des forêts dans le sud du pays. 500 volontaires issus de 50 ASC des régions de Kolda, Sédiouf et Ziguinchor ils vont constituer le premier contingent de jeunes volontaires de l'environnement que le mouvement Navitan va recruter pour épauler les forces de sécurité dans ce combat citoyen de protection des forêts. La révélation est du président de l'ONCAV, Amadou Kane, il se nomme. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Tidiane Cissé et de Kaba Cissé. Depuis que cette crise casamançaise a démarré, a commencé, ni le gouvernement, ni le MFDC, ils n'ont jamais interdit le navétane. La seule activité qui a toujours été tolérée et admise, c'est effectivement le navétane. Lorsque nous avons entendu le gouvernement du Sénégal parler de coupe anarchique du bois, nous avons dit que nous, on est prêts à mettre à la disposition du gouvernement du Sénégal, du ministère de l'Environnement, les 3 régions naturelles de la Casamance, Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. Et aujourd'hui, on a terminé de choisir 50 ASC de la Casamance. Chacune des ASC aura à mettre à notre disposition 10 personnes. Ça fera 500 volontaires de l'environnement. C'est des personnes qui vont nous aider à protéger notre environnement, pas seulement la forêt, même par rapport même à la propreté immédiate de la population. Mais au-delà de cela aussi, ce sera une création d'emplois. Ce sera 500 personnes qui auront été rémunérées. D'ici la fin de l'année, s'il plaît au bon Dieu, le projet qui est cher au président de la République, un projet une ASC des emplois, on va le démarrer. La phase tête se fera ici à Ziguinchor. Allons à Thiès, où les jeunes du parti Réumi ont démarré leur projet intitulé Ceinture verte. Ce programme citoyen consiste à reboiser 2000 plantes pour conserver le peu qui en reste encore, mais aussi pour renforcer l'écosystème qui se dégrade de jour en jour. Écoutons à ce propos Samba Faye, il est le responsable des jeunes du Réumi de Saint-Louis. Ses propos sont recueillis par Gustave Emmanuel Faye. Nous avons le devoir et l'obligation de préserver notre environnement, cause pour laquelle aujourd'hui nous sommes réunis ici pour planter des arbres, faire le thème visé, c'est la ceinture verte de la commune de Thiès-Est. Mais avec nos maigres moyens, on va reboiser près de 2000 plantes à l'ensemble des quartiers qui polarisent Thiès-Est pour la protection de notre environnement. Et c'est différent aujourd'hui et je lance un appel solennel au président de la République Macky Sall. Ce qu'ils font, ce n'est pas des vacances citoyennes, c'est des concerts citoyens. Au lieu d'injecter l'argent au profit de la population, eux, ils organisent des concerts citoyens, de gaspiller l'argent en utilisant 300 millions au Sénégal pour faire des concerts. Nous, on n'a pas besoin de ça car les Sénégalais ont des attentes par rapport au président Macky Sall. Non, ça, ils le font uniquement pour déguiser leurs activités. Mais en réalité, nous, ce qui nous concerne en tant que la jeunesse, vous tous, vous êtes témoins des faits. Aujourd'hui, il prend Youssou N'Dour comme un acteur, il sillonne les régions pour faire des concerts citoyens. Et nous observons des ministres qui dansent sur scène. Et le Sénégal, est-ce qu'on a besoin de ça au moment où nous parlons? Le moment où nous parlons, les Sénégalais souffrent par les problèmes qui sont là. Donc on n'a pas besoin de ça. Nous voulons des actes, au moins que la population va sentir qu'au moins c'est des gens qui ont animé de bonne foi. Mais ce qu'ils font, ce n'est pas des vacances citoyennes, c'est des concerts et nous les déplorons. Autre actualité, il s'agit de la coopération entre la Turquie et le Sénégal qui se renforce davantage. La Turquie s'engage à soutenir le plan Sénégal émergent. Une délégation dirigée par la présidente de la Confédération turque des industriels, hommes et femmes d'affaires, est en visite au Sénégal. La présidente de cette confédération promet de délocaliser des industries turques au Sénégal. Ibrahim Diouf, Ndaï Morossam et Mohamed Ndiaye. Le plan Sénégal émergent, toujours en opération de charme. À ce jour, il a convaincu des partenaires turcs comme la Confédération des industriels qui comptent venir investir au Sénégal. Ve özellikle Senegal Cumhuriyeti'nde yapılacak yeni projelerle ilgili Türk iş adamları ve Türk iş kadınları her zaman yardıma hazırdır. Et spécialement les grands projets de l'État du Sénégal, nous voulons que les grandes sociétés turques viennent y mettre leurs mains. Un accord de partenariat a pu être signé. Les autorités sénégalaises se réjouissent d'un tel engagement. Dans la perspective de participer à la réalisation des grands projets du plan Sénégal émergent. Et cela est d'autant plus important que nos deux pays, c'est-à-dire la Turquie et le Sénégal, entretiennent des rapports de coopération très dynamiques. Vous savez que c'est une entreprise turque qui a réalisé en un temps record
le centre de conférence Abdou Diouf à Diamniadio. Vous savez également que c'est la Turquie qui est en train de terminer les travaux de l'aéroport international Blaise Diagne. Donc la Turquie a aujourd'hui démontré qu'elle est à même de nous accompagner dans la réalisation de nos grands projets. L'accord de partenariat qu'on a signé pour la commercialisation du riz et d'autres choses, et le partenariat privé-public que nous menons que l'INACO mène entre d'autres secteurs, ça permettra quand même au gouvernement du Sénégal et au gouvernement turc d'avoir des relations qui permettent d'évoluer ces secteurs. La Turquie et le Sénégal se disent toujours déterminés à renforcer davantage leur coopération, une coopération gagnant-gagnant. Le dossier de ce dimanche s'intéresse au recteur du transport routier secoué par la grève du collectif des transporteurs du Sénégal. Un mot d'ordre de grève de 72 heures est d'ailleurs lancé pour les 29, 30 et 31 août prochains. Le mouvement risque de ne pas avoir la même ampleur. Plus de détails dans ce travail de Khadim Baye et de Mohamed Ba. Le secteur du transport routier du Sénégal n'est pas encore sorti de sa zone de turbulence. Le syndicat des travailleurs du transport routier a observé une grève de 48 heures. La liste de leurs revendications est longue, 27 points au total. Alassane Ndoye et ses camarades estiment que l'État du Sénégal est sourd face à leurs revendications. Et le ton monte. Le secteur du transport va connaître une nouvelle paralysie. Cette fois-ci, ce sera une grève de 72 heures en lieu et place de 48. Seulement, le collectif s'est effrité entre-temps. Goro Khouma et Alassane Ndoye ne parlent plus le même langage. L'Union des routiers du Sénégal plaide coupable d'ailleurs et présente ses sincères excuses. Si vous me permettez, je voulais tout juste, au nom du syndicat des transports routiers, présenter nos excuses à tous les Sénégalais, particulièrement les chauffeurs. Bon, vous savez que, sincèrement, le problème du journée du 17 et du 18, c'était uniquement pour les plateformes de revendication, c'était uniquement pour comment dirais-je, le premier point, qui était à propos des bus fraudés. Bon, nous avons dit que pour le premier point, il faut l'enlever du plateforme. Si vous ne l'enlevez pas, l'intersyndicat s'arrête du 17 et du 18. C'est pour cela, sincèrement, nous ne pourrons pas impliquer nos collègues sur ce mouvement. Mais au fait, comment va le secteur du transport au Sénégal? Après 10 ans de renouvellement du parc automobile, les labyrinthes de la mobilité urbaine imposent un constat sévère. Les cars rapides et les Ndiagandiaï sont plus que jamais présents dans la capitale sénégalaise. Au milieu de la décennie 90, l'essentiel du transport urbain à Dakar était assuré par la Société du transport du Cap-Vert, Sotrac. Après la dévaluation du franc CFA, l'entreprise a chuté avant de déposer le bilan en 1998. Le renouvellement du parc était en 2000 une véritable urgence. À Dakar, 7 millions de déplacements par jour. 70% se font à pied, 30% de mouvements motorisés. C'est un programme qui a été démarré en 2005 et qui se poursuit jusqu'à présent. Donc pour l'heure, 1607 véhicules ont été déjà renouvelés et d'ici 2018, nous espérons renouveler les 1400 autres véhicules, c'est-à-dire car rapides et Ndiagandiaï restants. Seulement, les potentiels bénéficiaires sont sceptiques. Les bus dont il parle ne sont pas pour nous, car nous n'avons pas assez de moyens pour se les procurer. Un autre mal du secteur, le taxi, le jaune et le noir, couleur de la galère de cette paire de famille. Que des problèmes. Nous ne sommes pas liés avec nos employeurs par des contrats.
On peut te limoger un bon jour et tu ne pourras rien faire. Ce n'est pas tout. Les laissez-passer bloquent également les taxis à Dakar. Un programme pour alléger cette souffrance est en cours, mais il faudra s'armer de patience. Place à présent à l'actualité hors de chez nous, que nous démarrons par le vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel, qui affirme que les négociations entre Européens et Américains pour mettre sur pied un vaste traité de libre-échange ont échoué. Toutes les personnes qui ont manifesté contre un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe auraient-elles finalement gagné leur bataille? C'est ce que semble penser le vice-chancelier allemand, qui a affirmé ce dimanche que les négociations sur le TTIP avaient échoué. Le projet ces derniers mois avait suscité de plus en plus d'opposition et le Brexit l'a rendu encore un peu plus hypothétique. Selon ce que j'en sais, les négociations avec les États-Unis ont de facto échoué, bien que personne ne veuille vraiment l'admettre. Et c'est parce que, après 14 séances de négociations et 27 chapitres, il n'y a pas eu une seule déclaration commune. Nous ne devons pas nous soumettre aux propositions américaines. En Europe, nous avons notre façon de vivre ensemble. Même si la chancelière allemande Angela Merkel semble encore y croire, en Allemagne et en France, la contestation est montée d'un cran. La perspective d'un accord avant la fin de la présidence Obama, après 3 ans de travaux, est de moins en moins plausible. Sirte, en Libye, est le théâtre depuis ce matin de la dernière bataille contre État islamique. Les forces gouvernementales libyennes ont lancé ce qu'elles appellent l'offensive ultime contre le groupe terroriste. 1000 soldats sont mobilisés dans la ville et progressaient ce dimanche vers les quartiers nord, provoquant répliques armées et explosions. Nous avons libéré cette zone résidentielle et maintenant il ne reste aux mains de Daesh que 2 zones résidentielles. Elles sont barricadées. Aujourd'hui, nous progressons sans cesse et le compte à rebours de la bataille finale a commencé. Sirte est la principale ville libyenne contrôlée par Daesh. L'armée officielle doit aussi faire face à des membres de la tribu de Mouammar Kadhafi, le dictateur libyen mort en 2011. Sirte était sa ville natale et pendant longtemps le fief de son clan. L'offensive terrestre a été appuyée la nuit dernière par plusieurs raids de l'armée de l'air américaine. L'offensive turque en Syrie commence à faire de nombreuses victimes. Ankara affirme que 25 combattants terroristes ont été tués, mais l'Observatoire syrien des droits de l'homme met surtout l'accent sur la mort d'au moins 40 civils lors des bombardements turcs dans le nord du pays. L'offensive turque, qui a commencé mercredi, a été annoncée comme visant Kurdes et combattants djihadistes, mais sur le terrain, les manœuvres montrent que les factions rebelles kurdes sont la vraie cible de la Turquie, qui veut les repousser le plus loin possible de sa frontière. Un porte-parole de l'administration semi-autonome instaurée par les Kurdes en Syrie depuis 2012 a pour sa part donné un bilan de 75 civils tués dans les villages de Djebel Koussa et d'Al Amarné. Cette semaine, la réplique des indépendantistes kurdes n'a pas tardé, mais sur le territoire turc cette fois. Des roquettes ont été tirées samedi soir sans faire de victimes sur l'aéroport de Diyarbakir. Et voilà, c'est cette page internationale qui met fin à ce journal. Mam Diawar Diallo sera là demain à 13h pour le Wolof. Chardiaby revient le soir à 20h durant la semaine. Bonne soirée à toutes et à tous et merci de nous avoir accueillis chez vous.